dans les coulisses de l'auto-entreprise par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas du podcast Auto-entrepreneur et comme d'habitude je suis avec Elena. Bonjour Nico, ça va ? Ça va bien, du coup on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 déjà. Et oui, on est ravis de vous retrouver pour cet épisode et en plus aujourd'hui on reçoit un collègue, William, qui est conseiller au portail auto-entrepreneur spécialisé pour toutes les questions récurrentes une fois que vous avez obtenu votre numéro de tirette. Cet épisode va vraiment être un épisode pratico-pratique. On va échanger sur les démarches essentielles pour son auto-entreprise. Par exemple, des démarches auxquelles on ne pense pas toujours. L'obtention d'un compte bancaire, prendre une assurance, les premières déclarations à faire, les déclarations exceptionnelles comme la TVA. William va vraiment nous partager tous ses conseils pour un décollage réussi pour son auto-entreprise. On espère que cet épisode va vous donner toutes les clés pour gérer votre auto-entreprise sereinement et ne rien oublier. Sans plus attendre, c'est parti pour l'interview. Bonjour William. Bonjour William. Bonjour. Alors William, nous on te connaît en tant que conseiller post-tirette au portail auto-entrepreneur, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours ? Alors à la base, en fait, j'ai un parcours qui est complètement différent de l'auto-entreprise. Il y a quelques années, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout et j'ai dû apprendre sur le tas. Donc je voulais à la base devenir professeur d'histoire-géographie. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout la voie, donc je me suis réorienté vers ce qui était lié à la communication et au journalisme. Puis après une période de chômage, j'ai décidé en fait de voyager un peu. J'ai travaillé avec des associations, notamment en Suède, et c'est ce qui m'a permis en fait d'obtenir un contrat de travail avec le portail auto-entrepreneur. Donc j'ai découvert l'univers de la micro-entreprise et j'ai gravi progressivement les échelons pour devenir conseiller pour les entrepreneurs au quotidien. Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir Romaric, Laura et Damien. Toi, tu as un rôle qui se rapproche un petit peu du rôle de Romaric. Tu es conseiller pour les personnes qui ont déjà obtenu leur numéro SIRET. Et ça va être la thématique du jour, n'est-ce pas, Elena ? Alors oui, lorsqu'on crée son auto-entreprise, après avoir obtenu le SIRET, c'est là où l'aventure commence réellement. Déjà, on va faire un rappel. Qu'est-ce que c'est le numéro de SIRET ? Alors le numéro SIRET, c'est le numéro que l'INSEE en fait transmet aux auto-entrepreneurs une fois qu'ils ont leur démarche validée et qui leur permet en fait d'exercer. C'est en quelque sorte la carte d'identité de l'entreprise. Du coup, une fois que la personne a obtenu son SIRET, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement, William ? Alors la meilleure chose que l'entrepreneur peut faire, ça serait déjà de nous contacter, parce que les gens parlent souvent d'un projet. Quand ils reçoivent le numéro de SIRET, ils parlent d'un projet qui décolle, alors que pour moi il s'agit surtout en fait d'un retour sur terre, parce que votre projet est créé concrètement, ça vous permet d'exercer, ça vous donne un certain pouvoir, également certaines responsabilités. Comme tu dis William, après avoir reçu son numéro de SIRET, quelles sont les premières démarches justement auxquelles un auto-entrepreneur doit penser ? Alors les principales démarches en fait ça serait déjà de se renseigner pour l'ouverture d'une assurance en fait en fonction des activités, parce qu'en tant que professionnel votre responsabilité est engagée, donc c'est toujours intéressant d'avoir au minimum une protection juridique ou éventuellement une assurance adaptée aux professionnels. Éventuellement pour les activités concernées avec des responsabilités on peut penser également à une décennale. Des autres choses à faire, c'est pour les personnes concernées, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais ouvrir un compte bancaire qui soit dédié à l'entreprise. Ça peut paraître important, surtout si vous avez plusieurs activités, que l'entreprise ait un cumul pour bien séparer les différents revenus de l'entreprise de vos éventuels revenus salariés. Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que souvent, justement, dans les premières démarches, les auto-entrepreneurs, ils sont un peu perdus sur le compte bancaire. Il y en a beaucoup qui entendent dire il faut un compte professionnel. Les banques jouent aussi également dessus. Est-ce qu'on peut refaire le point ? C'est quoi l'obligation légale ici ? Concernant le compte bancaire, c'est très simple. Il n'y a pas d'obligation de compte jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires par an sur 2 années consécutives. Donc vous pouvez très bien encaisser le chiffre d'affaires que vous allez gagner sur votre compte bancaire habituel. Après, il faut savoir que vous pouvez aussi ouvrir un compte bancaire dès le début de l'activité pour bien séparer les différents revenus. À aucun moment, il y a d'obligation de compte professionnel au-delà de 10 000 € de chiffre d'affaires par
par an, il vous faut un compte bancaire qui soit dédié, mais il peut s'agir d'un nouveau compte particulier, un simple compte courant. Donc attention à bien faire la différence entre compte professionnel et compte courant dédié à ses revenus d'auto-entrepreneur. Oui, ça c'est très important parce qu'il y a des différences tarifaires entre les comptes particuliers et les comptes professionnels. Les comptes professionnels peuvent proposer plus d'options, notamment pour les personnes qui veulent se faire régler par carte bancaire et utiliser un terminal de paiement ou avoir des découverts plus importants, mais pour la plupart des entrepreneurs, c'est pas une nécessité. Donc faire attention à son compte bancaire, très bien. À quoi d'autre faut-il faire attention, William ? Alors, dès que vous recevez votre numéro de SIRET, ça enclenche un certain nombre de procédures au niveau de l'administration. Donc, il est très important de bien surveiller sa boîte aux lettres. Donc, l'administration va vous envoyer des documents. La plupart du temps, ils sont juste à titre d'information. Donc, il faut bien les lire. Il peut y avoir des questionnaires à compléter et à renvoyer à l'administration. Généralement, ils sont pas bien méchants, mais c'est toujours intéressant de se faire accompagner pour éviter de faire des erreurs en les remplissant. Il faut également être méfiant parce que dans le lot, il peut y avoir des courriers commerciaux pour différents types de services, parfois intéressants, parfois moins. Il peut s'agir d'assurance, il peut s'agir de mutuelle et être très prudent également parce qu'il peut aussi y avoir des courriers abusifs. Ils sont faciles à détecter, c'est les seuls qui vont vous demander de payer des sommes d'argent importantes dans un délai assez bref. Donc si vous recevez une lettre vous demandant de payer 200 € sous 8 ou 15 jours, soyez très très prudent et ne payez pas sans savoir. Justement, on avait déjà évoqué, c'était une question qu'on avait reçue sur la communauté, me semble-t-il. On avait pu échanger justement sur ce sujet dans l'épisode de Romaric. Ah, c'était l'épisode de Romaric. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller prêter attention. Et on fait justement le point sur les différents courriers plutôt frauduleux que vous pouvez être amené à recevoir. Oui, donc ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, en fait, c'est que dès que vous obtenez le numéro de SIRET, c'est quelque chose qui est publiquement visible sur le site de l'INSEE. Et donc il y a certains organismes qui ont des bots, en fait, des systèmes informatiques fixés sur le service de l'INSEE, et ils en profitent donc pour vous contacter. Donc soyez juste méfiants si vous recevez des courriers qui vous demandent de payer une forte somme d'argent, tout simplement. Au moindre doute, n'hésitez pas à envoyer une photo de votre courrier, donc soit sur notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs, ou bien si vous faites partie des clients du portail auto-entrepreneur, vous pouvez aussi transmettre vos courriers à votre conseiller qui saura vous aiguiller sur la marche à suivre par rapport à un courrier précis. On va changer un petit peu de sujet, du coup on s'est parlé des premières démarches, des premières choses auxquelles prêter attention. Une question récurrente sur nos réseaux sociaux, William, c'est comment je fais pour trouver mes premiers clients ? Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'auto-entreprise, ils veulent à tout prix le numéro de SIRET, mais après vient la question de comment je fais pour ramener de l'argent pour mon auto-entreprise ? Comment je fais pour démarcher ? Est-ce que tu aurais des conseils déjà pour nos auditeurs ? Alors là, il y a... Dans mon expérience, il y a deux types de personnes. Et il y a premièrement les personnes qui créent une entreprise parce qu'elles ont déjà un projet, elles ont déjà un réseau de contacts et des clients potentiels. Et donc ça, c'est la façon la plus simple, vu que les personnes créent une entreprise en ayant déjà leur réseau et leur clientèle potentielle. Et ça représente quand même un certain nombre de personnes. Après, il y a effectivement une autre partie des personnes qu'on accompagne qui lancent une activité sans forcément avoir de réseau. Et là, ça prend un petit peu plus de temps. La meilleure chose, c'est d'essayer de se donner le plus de chances possible. Donc, premièrement, moi, je conseille le bouche à oreille parce que c'est quelque chose qui fonctionne toujours très très bien. Après, ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux, notamment tout ce qui concerne Facebook, Instagram, ou éventuellement créer son propre site internet. Et n'hésitez pas également à vous rapprocher d'organismes comme une collectivité locale ou une mairie. Ça peut vous permettre d'avoir des réseaux de clientèle aussi plus facilement. Dernier conseil, il peut également y avoir la petite communication par papier. Vous développez des flyers, vous transmettez dans les boîtes aux lettres, ça fonctionne toujours très très bien. Justement, lié à la thématique de trouver ses premiers clients et générer du chiffre d'affaires, on entend souvent que 50% des auto-entreprises, à peu près, ne passent pas le cap des 6 mois.
Selon toi, William, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et justement pérenniser son activité pour qu'elle dure le plus longtemps possible ? Alors c'est vrai, c'est des chiffres qui peuvent effectivement effrayer quand on lance son projet, mais donc le fait que les entreprises, 50% ne franchissent pas les 6 mois, ça peut être dû à plusieurs raisons. La plupart du temps, quand les entrepreneurs rencontrent des grosses difficultés de départ, en fait c'est pour une absence de projet. C'est des personnes qui vont lancer un numéro de SIRET et lancer une entreprise sans avoir de projet particulier et qui forcément ne peuvent pas démarrer et ça devient rapidement un handicap. Il peut également s'agir de personnes qui ont un projet mais qui sont mal préparées et qui ont peur de l'administration, qui éventuellement pourraient en fait continuer leur statut mais ont peur des démarches à faire par rapport aux impôts ou par rapport à l'URSSAF et qui finalement laissent tomber. En revanche, il faut également noter qu'il y a des personnes qui ont une entreprise pendant un très court laps de temps pour des raisons qui ne sont pas liées à un échec. Il peut très bien s'agir de personnes qui sont dans une situation entre 2 emplois salariés et qui utilisent un statut d'entrepreneur pour faire la jonction entre les deux. Donc le but, ce n'était pas forcément de garder l'entreprise sur le long terme. Également, on a d'autres personnes qui ont un projet bien précis pour une prestation particulière. On leur demande de lancer une entreprise et donc le but c'était vraiment d'agir pour une prestation et ensuite de ne pas donner suite à l'entreprise. Donc c'est pas lié non plus à un échec. Et enfin, on a un cas qui est assez fréquent. Ce sont des personnes qui lancent un statut de micro-entrepreneur pour tester le terrain et qui se rendent compte que ça fonctionne et qui vont passer en société et donc ils décident de fermer l'entreprise, la micro-entreprise pour passer sur un statut plus ambitieux, tout simplement. Ce qui me frappe là dans ce que tu es en train de dire, c'est que finalement on se rend compte qu'il y a plusieurs typologies d'auto-entreprise en fonction des besoins de chacun. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la micro-entreprise et des autres statuts ? La micro-entreprise, l'avantage, c'est que ça peut concerner des profils très très variés. On a des personnes qui vont exercer en micro-entrepreneur à temps plein avec pour but d'avoir une source de revenus principale et donc qui vont avoir tendance, si ça marche bien, à passer dans un statut de société à terme. Après, on a souvent aussi des personnes qui exercent en micro-entreprise pour un complément d'activité. Je pense notamment à une activité passion, une activité loisir ou pour des petits compléments d'activité le week-end. On a fréquemment aussi des personnes qui travaillent, qui ont une activité d'étudiant en fait, et donc qui veulent compléter leurs revenus par une activité d'auto-entrepreneur. Et enfin, on a souvent aussi des retraités en fait qui veulent bénéficier d'un complément de retraite ou maintenir un pied dans une activité professionnelle et donc qui décident de lancer un statut de micro-entrepreneur. L'avantage, c'est que administrativement, c'est quelque chose de facile et ça n'engage à rien, vu que les revenus de l'entreprise, les bénéfices de l'entreprise et les charges sont liés, donc c'est difficile de se mettre en difficulté avec un statut de micro-entrepreneur en soi. Et pour revenir sur les auto-entrepreneurs qui auraient justement un projet de long terme, selon toi, quels conseils tu pourrais leur donner pour pérenniser leur activité ? Alors, les meilleurs conseils pour pérenniser son activité, c'est surtout des conseils méthodologiques. C'est préparer le terrain à l'avance, se doter d'une expérience, croire en son projet et surtout ne pas hésiter à se faire accompagner par des professionnels, aussi bien un service comme le nôtre ou éventuellement un comptable. Mais il faut partir du principe que tout le monde peut lancer un statut de micro-entrepreneur. La plupart des personnes qui lancent un statut de micro-entreprise ne sont pas spécialisées en administration. Il y a très peu de gens qui sont formés pour faire des déclarations de chiffre d'affaires. Donc beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent le succès ont été ou sont dans la même situation que vous, et il faut tout simplement croire en votre projet. Si vous avez un projet solide, un minimum de discipline et que vous croyez en vos forces, c'est pas l'administration ou les démarches avec l'URSSAF ou les impôts qui doivent vous stopper, tout simplement parce que c'est pas insoluble, loin de là. Justement, tu parles d'accompagnement. Au portail auto-entrepreneur, comme on l'a dit en introduction,
Tu accompagnes ces auto-entrepreneurs une fois qu'ils ont obtenu le SIRET. Quelle est la question qui te pose le plus souvent ? Alors les principales questions, surtout sur les premiers contacts qu'on a une fois que les personnes ont obtenu leur numéro SIRET, c'est savoir comment ça se passe pour les déclarations de chiffre d'affaires et avec l'URSSAF. Donc la première conversation qu'on va avoir avec les entrepreneurs, c'est leur expliquer qu'ils doivent se rendre sur le site de l'URSSAF. Donc laisser bien sûr un petit laps de temps de 1 à 2 semaines une fois avoir obtenu le numéro de SIRET, le temps qu'ils puissent mettre à jour leur base de données en interne. Mais donc c'est très simple, les personnes ont juste besoin de leur numéro de SIRET et de leur numéro de sécurité sociale pour s'inscrire sur le site de l'URSSAF, et ensuite nous on leur explique comment ça se passe pour les déclarations. Donc en fonction de ce qu'elles ont choisi, elles auront à faire des déclarations de chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, et elles doivent indiquer le chiffre d'affaires qu'elles ont encaissé sur la période en question. Le chiffre d'affaires est à indiquer sur le site, et c'est le logiciel de l'URSSAF qui calcule directement les charges. Pour payer, c'est très facile, c'est soit un simple paiement par carte bancaire, comme si vous faisiez un paiement sur Internet, ou soit vous laissez les coordonnées bancaires sur le site de l'URSSAF, et c'est eux qui se chargeront du prélèvement tout simplement. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils te posent cette question en premier ? Est-ce que c'est un manque d'information ? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce soit souvent cette question-là qui revienne, alors que c'est quelque chose d'assez basique finalement, la déclaration ? C'est quelque chose de basique en effet, mais quand on débute, ça ne va pas forcément de soi. Donc même si la démarche n'est pas très très compliquée, c'est effectivement une bonne question à poser, vu qu'en tant qu'auto-entrepreneur, dans tous les cas, vous aurez affaire à l'URSSAF pour les déclarations. Donc c'est une question, même si la réponse est simple, c'est une question qui reste très très pertinente. Nous, notre but principal, en fait, c'est d'expliquer que l'URSSAF peut apparaître de temps en temps comme un organisme qui fait peur pour les entrepreneurs, à tort ou à raison. Après, ils sont également là pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche. Donc, juste leur faire comprendre que ça fait partie de la vie de l'auto-entreprise, et c'est quelque chose qui est largement accessible pour les entrepreneurs. Et William, quel bon conseil concret est-ce que tu peux partager à nos auditeurs ? Alors le conseil concret, c'est pour une personne qui voudrait se lancer, pour moi, c'est déjà de penser un projet et de croire en ses qualités, de croire en ses chances. Les auto-entrepreneurs au niveau de l'administration, ils ne sont pas forcément spécialistes de ça. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent se faire accompagner. Les démarches ne sont pas très très compliquées. Il suffit tout simplement qu'on vous explique comment ça fonctionne, et ça va se mettre en place assez facilement. Donc pour moi, un auto-entrepreneur qui va vers le succès, c'est quelqu'un qui a un projet, qui croit en ses forces, quelqu'un de curieux, qui ne va pas hésiter à poser des questions concernant sa micro-entreprise, et quelqu'un qui a un minimum de discipline dans la réalisation de ses projets. Également, un auto-entrepreneur, c'est une personne qui doit être digne de confiance, notamment dans sa relation de client. Quelqu'un qui fait preuve de bonne volonté et de sérieux aura toujours plus de succès qu'un entrepreneur qui est plus frivole dans ses démarches, autant au niveau de l'administration que vis-à-vis de ses clients. Ça, c'est très important. Pendant ces 3 ans et demi, tu as accompagné de nombreux auto-entrepreneurs. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? Alors des anecdotes, on tombe de temps en temps sur des clients qui ont des activités un petit peu spéciales. Après, on a souvent aussi beaucoup de gens qui sont dans le concret. Moi, j'ai une tendresse particulière pour les artisans, parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément des facilités avec les démarches administratives, alors que dans leur projet, c'est des gens qui ont des activités qui sont extrêmement concrètes. Ça peut être l'électricien ou le plombier de votre quartier, ça peut être le boulanger, quelqu'un qui va lancer une activité de décoration. C'est des gens qui vont partager votre quotidien,
On a souvent l'artisan, l'image de l'artisan qui va travailler à la campagne, mais c'est également des gens qui travaillent en milieu urbain. Et en tant qu'auto-entrepreneur, il y en a plus d'1 million en France, donc c'est vraiment des gens qui partagent votre quotidien, qui travaillent dur, et donc qui font tourner la société d'une certaine manière. Et donc moi j'ai toujours du plaisir à accompagner ce type de personnes qui ont parfois des difficultés, mais qui ont vraiment un bon projet. Et le fait de les suivre au quotidien, nous on se rend compte qu'on participe à leur succès en fait. Je suis sûr que les artisans vont apprécier ton message. Tu parlais aussi d'activités originales. Est-ce que pour toi, c'est quelle activité qui t'a le plus surpris ? Alors, des activités qui peuvent parfois être surprenantes, en fait, c'est des activités qui sont liées à des métiers passion, en fait. Des personnes qui ont une passion, qui ne pourraient pas en vivre en tant que salariés, parce qu'il n'y a pas de possibilité de créer un poste, qui lancent leur entreprise pour pouvoir exercer ce type d'activité. Donc, de temps en temps, on peut tomber sur des personnes qui ont des activités culturelles ou qui font de l'animation. Notamment, j'avais eu l'occasion de discuter avec un magicien qui était perdu dans ses démarches, et justement je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de tour de magie particulier, et c'est quelqu'un qui en vit régulièrement et qui peut en profiter avec un statut d'auto-entrepreneur. On avait également eu quelqu'un qui avait un statut d'aérostier, donc qui organisait des promenades en montgolfière et qui avait besoin d'un statut d'auto-entrepreneur, et lui son but en fait c'était de provoquer de l'émerveillement chez les gens, notamment chez les plus jeunes, en profitant de promenades, de balades en montgolfière. Donc on peut se rendre compte que l'auto-entreprise, ça permet aussi vraiment de vivre sa passion, n'est-ce pas Elena ? Exactement, et c'est un très beau message à retenir sur le statut auto-entrepreneur, et c'est pour ça justement qu'on est là et qu'on fait aussi ce podcast. C'est pour inciter les gens qui hésitent à se lancer, pour leur montrer que finalement, s'ils ont un projet qui leur tient à cœur, même si c'est une activité originale ou qu'on pense que personne fait la même chose, qu'on rentre dans aucune case, on est là justement pour vous accompagner dans votre projet et ne pas vous laisser freiner par les démarches administratives qui peuvent en effrayer plus d'un. J'ai envie de te poser notre question récurrente dans ce podcast, William. Je ne sais pas si tu la connais. En gros, on demande qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à se lancer justement ? Le principal conseil que je dirais, ça serait déjà de croire en soi. À partir du moment où vous avez un projet, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc un métier passion, vous allez y croire et les gens vont y croire. Si vous avez une idée aussi d'une personne qui travaille par rapport à un besoin, vous allez forcément trouver de la clientèle. Donc le principal en fait, c'est d'avoir un minimum de discipline, de croire en soi, et surtout de ne pas le laisser tomber aux premières difficultés. Il y a toujours la possibilité de s'en sortir. Surtout n'oubliez pas qu'avec une micro-entreprise, vous payez des charges en fonction de ce que vous gagnez. Donc même si au début ça peut prendre parfois un peu de temps pour se lancer, ça va se mettre en place. Et surtout ne pas se laisser intimider par le fait qu'il y a des démarches administratives. C'est jamais amusant effectivement de remplir des documents, mais c'est également loin d'être insurmontable, et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à les compléter. Donc n'ayez pas peur de l'administration. Eh bien William, merci pour cet entretien. On est ravis de t'avoir reçu dans le podcast Auto-entrepreneur. Merci pour tes encouragements, William. Je pense que ça va en motiver nos auditeurs. Merci à vous. Et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Encore un grand merci à William pour son intervention et d'avoir partagé sa vision du statut auto-entrepreneur avec nous. Ce qu'on en retient, c'est que quel que soit son projet, que ce soit sur le long ou le court terme, le plus important, c'est de croire en ses capacités et de se donner les moyens de réussir. D'ailleurs, en parlant de parcours d'auto-entrepreneur et d'activités originales, nous avons lancé un nouveau format sur notre compte Instagram pour mettre en avant les activités de nos abonnés et leurs projets de l'après-Covid. Si vous souhaitez participer à notre initiative, suivez-nous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous un petit message, nous serons ravis de partager votre histoire. Si vous avez d'autres questions sur le statut auto-entrepreneur, posez-les-nous en commentaire sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet entretien, laissez-nous un avis ou une petite note sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. En attendant de vous retrouver dans l'épisode suivant, on vous dit à très bientôt sur tous nos réseaux.